some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote, le podcast qui vous parle cinéma entre potes. Et pour aujourd'hui, on va parler d'un des films les plus marquants d'A24, avec une colorimétrie unique. Je veux bien évidemment parler de Moonlight, réalisé par Barry Jenkins, et bien évidemment, toujours accompagné de mon espagnol préféré, Clément. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, oui, comme l'a dit Pierre, on va parler d'un film majeur de la société de production A24. Le film, c'est Moonlight. Donc en fait, on va un peu résumer, donc c'est très rapide. On va juste suivre la vie de Chiron, qui a dans trois parties distinctes de sa vie. Donc on va dire son enfance, son adolescence et sa vie adulte. Donc voilà, donc c'est ces trois thèmes-là qui reviennent. Donc moi, Pierre, je voulais savoir toi ce que tu en avais pensé. Est-ce que tu as aimé le film? Quels sont tes premiers ressentis? Ben écoute, moi j'ai bien aimé le film. Je pense que ce qui m'a le plus captivé de moi dans ce film, c'est vraiment les plans serrés qu'on a beaucoup, tu sais, sur le personnage à des moments un peu importants, enfin, à des scènes un peu importantes du film. Et puis surtout, ben, ce jeu de caméra, tu sais, qui joue vraiment avec l'émotion, que ce soit avec le fait qu'elle bouge un petit peu, qu'il y ait les couleurs qui ressortent vraiment en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé et derrière en retravaillant dessus du coup, euh, en fait j'apprécie encore plus le film. Alors en sachant que le premier visionnage, je me suis quand même demandé pourquoi il y avait autant d'engouement. Parce que c'est vrai que j'avoue, sur le premier visionnage, bon, le film est très bien, ça j'en doute pas, mais je voyais pas le truc vraiment exceptionnel enfin, que j'écoutais beaucoup chez les gens, où les gens disaient que c'était un grand film. Pour moi, c'est un bon film, mais c'est pas non plus voilà du, du très grand cinéma. Et en fait, après, en travaillant derrière et en comprenant un peu ben, le but de ce film-là, ce que justement a recherché Barry Jenkins euh, dans le fait de le couper en trois parties, on va en parler plus tard, hein, mais dessus. Et puis même, on en parlera aussi, mais le directeur photo qui est James Laxton, là aussi, par rapport à la couleur, par rapport aux profondeurs de champ, enfin, voilà, tout ça, j'ai trouvé ça ben, vraiment inspirant. Même pour nous, tu sais, pour faire si quelqu'un veut faire un film, je trouve que c'est vachement inspirant de se dire, ben, ça c'est possible. Les émotions, tu peux les décrire juste avec la caméra, sans parole, tu sais. Et donc voilà, c'est pour ça que sur le deuxième visionnage, j'ai plus apprécié le film pour ça, pour le fait d'avoir travaillé derrière, de comprendre un peu le film en fait, au final. Oui, je suis Donc tout à fait voilà. d'accord. Donc, tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que ouais, le film est quand même assez majeur. Voilà, il ressort énormément dans certains tops. Moi, vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'était cet aspect-là de suivre vraiment la vie de ce gamin. Et en fait, ce que j'aime bien, voilà, c'est toujours. Alors, déjà, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre dont on en parlera après. Donc en fait voilà, donc il y a déjà deux visions qui sont retranscrites dans le film. Donc il y a l'aspect adaptation de pièce de théâtre et l'aspect un peu la volonté qu'a voulu implanter Barry Jenkins dans le film. Donc voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'était cet aspect-là un peu où on va parler plutôt avec l'œil de Barry Jenkins de la masculinité toxique, beaucoup parce que ça va se jouer sur des enfants à Miami, dans des quartiers vraiment très très populaires, très pauvres. Et en fait, on va jouer beaucoup sur certaines personnes, euh, des personnes clés, notamment Juan, qui est interprété par Marshall Ali, qui lui est un gangster, mais qui va inculquer un peu ça, cette histoire un peu aux jeunes, de la manière de vivre, de s'émanciper en fait. Parce que voilà, on va commencer le film par la période plutôt pas préadolescente, mais vraiment enfance. Oui, c'est Et on va ça. voir cette violence-là en fait des autres gamins envers un petit en particulier qui s'appelle Little. Et en fait, voilà, il y a ce côté-là où très vite on va vouloir pas se mettre au-dessus des autres en fait. Vraiment montrer que dès le jeune âge, en fait, la société influe sur notre manière de vivre, notre manière d'évoluer. Et les enfants, notamment, bah, on le sait, hein, les enfants sont méchants, sont assez directs. Et donc là, en fait, on va grandir sur ce côté-là. Mais ça va être très vite contrasté par le personnage de Marsha Ali, qui lui, du coup, est un gangster, mais qui a une part de sensibilité, qui va vite casser ça. En fait, on le voit
pleurer, on le voit douter, on le voit se prendre d'affection pour ce petit homme là, ce Little, au début il s'appelle. Et voilà, c'était un des buts premiers de Barry Jenkins, c'était voilà, de montrer cette masculinité toxique à travers le film. Bien sûr, oui, ben, en plus on la ressent vraiment, comme tu disais au départ, du fait ben, déjà qu'on l'appelle Little. Son vrai nom, on le saura sur la deuxième partie du film, c'est Sharon. Mais au départ, on l'appelle Little parce qu'il est petit, il n'est pas aussi costaud que les autres gamins. Et en fait, sa mère nous fait comprendre qu'il est un peu efféminé. Alors, c'est vrai que, enfin, moi, de ce que j'ai vu du film, j'ai pas l'impression qu'il est efféminé, mais bon, en soi, Oui, elle fait comprendre aux autres que voilà, il préfère les hommes que les femmes, enfin bref, dessus. Et oui, c'est moi ce qui m'a vraiment ben, mis dans le film, c'est justement ce contact avec Juan et le fait justement, moi, ben, la partie baignade surtout, tu sais, où ouais, les deux vont un peu se libérer. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un rapport père-fils, tu vois, qui va se créer. oui, Euh, bon, on vous laissera voir le film pour voir vraiment qui est le père et qui est le fils dessus, oui, mais euh, en soi, tu vois, les deux se libèrent un peu et Little qui au début parle pas trop, reste dans sa bulle. Là, vraiment, il se laisse aller dans l'eau. Euh, et puis, il écoute vraiment comme si Juan était un sage, tu sais, presque oui, quand il lui explique. Moi, la phrase qui me marque beaucoup, c'est quand il lui explique, ben, il fait In the moonlight, black people look blue, tu vois, pour dire mhm, qu'en fait, ben, tout dépend la vision des gens, tout dépend ben, s'il fait nuit, s'il fait jour. On voit les gens d'un autre aspect, quoi. Et je trouve que c'est une des phrases qui m'a marqué, moi, dans le film. C'est vraiment ce côté-là où tu sais que le film va parler des différences et de comment les gens voient les différences aussi, tu vois. mm, Donc, oui, donc voilà, moi c'est une première partie qui m'a beaucoup touché, bah, de le voir aussi. On comprend petit à petit que la mère de Little a des problèmes de drogue. mhm, Donc au départ, tu t'en rends pas vraiment compte. Et moi, la scène qui m'a le plus marqué, je trouve, au départ, c'était vraiment quand Little rentre chez lui et qu'il découvre qu'il n'y a plus le poste télé. ouais. Donc c'est vrai que au départ tu comprends pas trop pourquoi il est surpris, tu te dis peut-être qu'elle a vendu et en fait petit à petit tu comprends que ben malheureusement elle vend pour justement se droguer Elle se quoi droguait. Oui, et se dire que ben en fait c'est la vraie vie sur plein d'enfants à Miami et puis dans d'autres pays, tu vois. C'est c'est ouf de se dire qu'à 7 ans, ils ont quand même cette vision là de la mère qui normalement doit être un pilier parce que là en fait elle est toute seule à, à subvenir justement aux besoins du foyer et elle tombe dans la drogue et du coup ben en fait sans détruire le foyer en même temps. C'est ça qui est mm, impressionnant, c'est que Little garde toujours cet attachement à sa mère, euh, même si de plus en plus c'est compliqué, mais jamais il va la lâcher, jamais il va partir autre part et plus lui parler, tu vois. Et oui, ce que je trouve vachement courageux pour un petit mec de 7 ans, quoi. oui. Oui, c'est vrai que c'est un petit bonhomme au tout début. Et ben là où tu es juste, tu as juste, c'est In the Moonlight, Black Boys Look Blue, c'est le nom de la pièce de théâtre originelle. Ah d'accord, ok, bah, Euh, je savais pas du tout. voilà. Ok. Ce qui est qui a été interprété, enfin, qui a été créé par Tyrell Alvin McCraney. Donc je crois qu'il n'y a pas eu forcément de. Alors c'est un très grand auteur, un très grand dramaturge, Tyrell Alvin McCraney, mais il n'a jamais produit cette pièce de théâtre face à une public, il me semble. Ah Par contre, d'accord. voilà, Barry Jenkins, lui, a voulu l'adapter. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que de son côté, pour Tyrell, c'est autobiographique, entre guillemets, puisque lui a vécu à Miami, étant lui-même aussi homosexuel, sa mère droguée. En fait, c'est au décès de sa mère qu'il a eu l'idée d'écrire cette pièce de théâtre. Ok. Et lui, Barry Jenkins, de son côté, a voulu adapter parce qu'il est aussi de Miami. En fait, tu vas voir ces deux personnes-là, le réalisateur et l'auteur de la pièce de théâtre, sont de Miami. Ils ont à peu près le même âge. Et ce qui est drôle, c'est que quand Barry Jenkins en parle, c'est qu'en fait, ils auraient pu se croiser mais des centaines de fois, mais ça ne s'est jamais fait. Ouais. Mais au-delà de ça, ils ont tous les deux écrit deux pièces qui ont donné aujourd'hui un chef-d'œuvre. Et en fait, moi, ce que j'aime, voilà, c'est ça, c'est dans le film, c'est que c'est une histoire que, oui, ok, on va suivre un gamin homosexuel dans la vie à Miami, mais ça peut toucher un peu tout le monde. Ça peut, enfin, on peut se voir dans le personnage, et notamment, bah, tous les malheurs qui lui arrivent, en fait, il le subit
de telle sorte où ça va pas être forcément expliqué, ça va être expliqué juste par des mouvements de caméra, comme la scène où il va perdre la télé, la caméra va montrer le poste vide, où une scène plus tôt, il parlait de regarder la télé. Bien sûr. Ce genre de choses. Pareil, voilà, ça va être sous-entendu. Il y a rien qui va être écrit en gros, on va pas être dans les pensées du personnage. On va suivre tout vraiment et appuyer. Les personnages, en fait, voilà, vivent et subissent cette société-là, qui presque est normale, en fait. Dans les autres époques qu'on va voir après, en fait, on parle beaucoup de drogue, de deal, mais comme une échappatoire, mais presque normale, en fait. Il y a vraiment des conversations où les gens disent bah, je suis tombé au trou en prison bah, parce que bah, voilà, à la sortie du lycée, j'avais que ça à faire. C'est un peu comme tout le monde, en fait. Voilà, Oui, c'est ça, c'est vraiment le CDI de Miami, quoi. Ben, C'est oui, une fois que tu as c'est fini tes ça. études. Ben oui, en fait, c'est presque inné, en fait. C'est tellement gangréné, la drogue est tellement présente partout, la misère, que ben, des fois, les seuls échappatoires, c'est ça. Et en fait, alors que non, on va voir après, à travers d'autres histoires, qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent produire du bonheur et du plaisir chez les personnages. Mais voilà, moi, ce que j'ai aimé, c'était cet aspect-là. Et donc, lui, Tyrell a voulu parler de l'homosexualité dans son histoire, et de sa mère notamment. Par contre, lui, Ouais. Barry Jenkins, voulait parler plutôt de l'aspect masculinité toxique. Voilà, c'était vraiment ces deux côtés, ces deux points-là, et qui sont vraiment importants. Et après, voilà aussi, je trouve que le film est vachement porté par la prestance et la performance de Mahershala Ali. Mahershala Ali, ouais, je le dis très mal, mais Mhm. vous avez compris qui c'est, qui lui joue du coup pareil, qui joue un Cubain, un immigré de Ouais. Cuba qui est venu à Miami. Donc lui, vraiment, il a eu une autre éducation. Et pareil, on pourrait s'attendre à quelqu'un d'assez méchant, mais au fait contraire, il est très compréhensif. C'est lui directement, comme tu l'as dit, hein, sa mère trouve que son fils est efféminé, sa mère va vachement le décrédibiliser, alors que lui va très vite le prendre sous son épaule et lui dire que, bah, en fait, non, t'as 7 ans, tu peux pas le savoir. Si tu es gay, tu le sauras plus tard, en fait. C'est Oui, et pas. puis Enfin, c'est surtout sans jugement. Si tu voilà. l'es, enfin, il en parle pas vraiment, tu vois, dans ses phrases et autres, mais je trouve que il lui dit pas, faut pas l'être, quoi, tu vois. Alors que Oui, sa mère, vraiment, elle invective de ça, et c'est, enfin, pour un enfant de 7 ans, tu vois, c'est assez poignant. Je trouve que c'est vraiment oui, des scènes qui sont assez marquantes. Et puis, comme tu disais, ce jeu de caméra, quand tu le vois, il est face à sa mère, et que sa mère l'engueule, ou que tu as plan serré sur lui, justement, qui se rapproche, et après, ensuite, plan serré sur la mère, avec les cheveux un peu n'importe comment, qui lui crie dessus, et ça, justement, sans son, je trouve que vraiment, c'est une prouesse, quoi. C'est quelque chose où, oui, pour moi, ça a été plus impressionnant de voir ça que d'entendre des cris ou quelqu'un crier sur un enfant de 7 ans. Ça te montre la oui, brutalité d'un enfant de 7 ans qui peut-être se rappellera pas du son, mais qui se rappellera de l'image de sa mère qui lui crie dessus. Et d'un autre côté, t'as Juan qui, lui, euh, est plus dans le fait de... ben, en fait, tu vas devenir un homme, tu vois. C'est mhm, Là, pour l'instant, t'es petit, mais là, je vais te donner des aides pour petit à petit gravir les étapes et essayer de te développer, quoi. Du coup, je trouve que ce non-jugement qu'il a, c'est beau aussi dans une Amérique, comme tu le dis, ou à Miami. euh, Enfin, il est frappé à chaque fois qu'il sort de cours, il a peur de ses camarades. Enfin, tu vois, c'est vraiment compliqué, quoi, dans sa vie, que ce soit personnelle ou même à l'école, quoi. Donc, oui. c'est vrai que ce rapport-là qu'il a avec Juan, il est Bah, assez la violence est fort. partout, en fait. Et la Ouais, violence bien sûr. grandit au fur et à mesure. Et du coup, après, en fait, on va voir cette évolution-là sur ce gamin, sur l'aspect ouais, américain, hyper populaire, ce que ça peut faire à une personne, hein, et comment évoluer. Et en plus, dans un milieu aussi violent, de s'avouer queer, de s'avouer homosexuel, c'est encore plus difficile que dans d'autres pays où peut-être il y a moins cette pauvreté-là, cet aspect de violence où il faut presque se battre au jour le jour, quoi, parce que le pauvre Chiron, bah, lui, voilà, on faut l'attraper pour lui fracasser la gueule, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. C'est vraiment. Et puis, enfin, c'est vrai que là, euh, dès que tu passes justement à son côté adolescent, il garde ce côté un peu frêle, tu vois.
au début, je pensais justement qu'en étant adolescent, il allait un peu prendre, enfin, comment dire, prendre en lui, tu vois, essayer un peu Oui, plus. Et en fait, tu vois que il stagne un peu sur le fait d'être retranché et de pas oser s'affirmer comme il devrait l'être, tu vois. Et mm, c'est d'ailleurs le seul moment du film où on l'appelle Chiron, c'est la partie 2. On apprend aussi que Juan est décédé, mais on sait pas pourquoi. Et ça, tu mm. vois, par exemple, j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est on s'attarde pas à des trucs subtils, enfin, des histoires, tu vois, futiles qui sont sur le côté. C'est vraiment, lui est mort, bon ben voilà. On est vraiment axé que sur Chiron. Et c'est ce que j'aime bien dans enfin, dans ce film-là, c'est que vraiment, c'est pas 3 heures de film où on part un peu partout, on revient au personnage principal. Là, on est vraiment axé sur le personnage principal. Et même si un personnage secondaire meurt, c'est pas grave, on continue, tu vois, le, le Bah, ça déroulé de reste sa un peu vie, quoi. ça reste un peu dans la thématique où bah, ces personnages vont subir cette vie en fait. Ouais, Ok, il y a un personnage qui meurt, bah, c'est le cas, tel quel. Un personnage, sa mère est droguée, bah, c'est le cas, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'on sait que bah, elle se prostitue aussi pour en avoir plus. bien Enfin, sûr. c'est vraiment cet aspect-là où on rentre dans leur vie, on va ouvrir chaque passage de leur vie, chaque chapitre, et on va le regarder tel quel. Et il n'y a pas besoin d'expliquer juste en le voyant avec le film. C'est là aussi pourquoi il est fort en fait et qui un peu peut-être dérangeant à certains points. C'est que vraiment, voilà, c'est la vie qui est comme ça et ils font avec. Et on va voir comment ils évoluent. Et aussi, voilà, je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la cinématographie du film. Bah, je pense que c'est aussi une des grosses, enfin, une des grosses, comment dire, euh, un des gros avantages du film, c'est sa cinématographie. Comme je l'ai dit, James Laxton, directeur de la photo, a fait un travail sublime. J'ai écouté quelques interviews de sa part, notamment voilà, le film a été tourné avec une caméra numérique, la Arri Alexa. D'accord. Et ce qui est drôle, c'est que donc du coup, les trois parties sont filmées de manière différente en fait. Donc en gros, comme c'est du numérique, en fait, ils ont utilisé des pellicules différentes. Donc Ok. comme c'est du numérique, en fait, il n'y a pas de pellicule dans la photo. C'est qu'en fait, volontairement, ils ont donné un aspect d'une pellicule. Ça s'appelle des LUT, et en gros, c'est comme mettre un filtre en soi. Donc le film a été tourné avec la même caméra, sauf que les trois parties ont été différentes. La première partie a été tournée avec un Fujifilm, une pellicule, enfin une LUT de Fujifilm, qui en fait va vraiment intensifier la peau. On va voir que les peaux ressortent vachement par rapport au t-shirt, sont vraiment appuyées pour forcer sur cette couleur de peau, sur l'aspect communautaire, parce qu'en fait voilà, il y a que des acteurs noirs dans le film. Je crois qu'il n'y a pas un seul acteur blanc à l'écran. Donc vraiment pour s'appuyer cet aspect de ben, on les laisse entre eux, c'est la misère quoi. De Ils sont laissés à communauté, eux-mêmes en fait. effectivement, hein. C'est Voilà, ils vrai que sont sur laissés à ça. eux-mêmes. Voilà, ils sont dans des ghettos, ils sont laissés. Là, les flics, on les voit quelques fois, mais bon, la plupart du temps, on voit vraiment voilà, cet aspect drogue, etc. Et le Fujifilm voilà, va intensifier la couleur de peau. La deuxième partie va utiliser la pellicule Agfa. Pareil, voilà, on va jouer plutôt sur les couleurs, notamment sur certaines scènes par rapport à des néons, les couleurs sur le soir, notamment il y a une scène qui se passe la nuit qui va jouer vachement sur les couleurs. Et la dernière, c'est sur une Kodak, qui là, la lumière devient beaucoup plus naturelle. Donc la dernière partie, c'est la partie où Chiron est adulte. Ouais. Donc voilà, on va jouer avec une pellicule Kodak. Donc là la couleur est plutôt naturelle. On va se dire que il est devenu adulte. Donc du coup, il voit la vie telle qu'elle est censée l'être. Donc il n'y a plus trop d'artifice. Donc voilà, parce qu'il voulait vraiment rajouter ce côté pellicule pour sortir du style documentaire. Il voulait pas que le film se passe pour comme si on voulait quand même garder ce côté cinématographique là. D'accord. Et James Laxton, on lui a posé du coup la question, parce que du coup, quand on filme certaines personnes, certains types de couleurs de peau, bah, ça va être vraiment différent, on va jouer différemment sur les couleurs de peau. Et il a très facilement répondu en disant, bah, en fait, depuis le début, il travaille avec Barry Jenkins. Donc Barry Jenkins prend essentiellement des acteurs noirs. Donc en fait, il a toujours su filmer des acteurs comme ça. Notamment là, le dernier Oscar de la meilleure cinématographie est revenu à une femme pour le film Sinner. Et pareil, voilà, il y a un énorme travail de couleur sur la peau, notamment d'acteurs Michael B. Jordan et tout le casting qui est afro-américain. Vraiment, voilà, il y a ce côté-là où pour faire ressortir le type de peau, c'est vraiment différent, le travail est là. Et là, voilà, on peut applaudir le travail de James Laxton qui vraiment a fait un boulot dingue. Et
Et le film est marquant par les photos, en fait. Dès qu'on voit un passage du film, on sait qu'il vient de Moonlight, en fait. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est vrai que avant de connaître Moonlight par le film, je l'ai connu par les images. C'est un film qui est vraiment instagrammable au maximum, quoi. Il y a plein Oui. de plans que tu peux reprendre justement dessus. Et puis, comme tu disais, en fait, les trois parties sont vraiment distinctes. Mm. Dessus, c'est vrai que là, j'ai eu plus de mal à accrocher sur la dernière partie. Mhm. Dessus, au niveau de l'image et tout, c'est vrai que, bon, c'est pas... Enfin, j'ai eu un peu plus de mal. Mais après, en soi, moi, celle qui m'a vraiment marqué, c'était la seconde partie. Mhm. Où, ben, en fait, tu sens que ben, Juan, qui était son pilier, est plus là. Et du coup, il doit justement ben, un peu enfin, trouver des solutions tout seul, quoi. Il y a la femme Oui. de Juan qui est encore là pour l'épauler. Mais ça, il fait Elle est toute seule, ouais. exactement Teresa. Mais c'est vrai que c'est pas sa mère, quoi. Donc des fois, il retourne chez sa mère. Euh, c'est là d'ailleurs qu'il va vivre son premier comment dire, un vrai moment où il peut s'ouvrir à Oui. son ami qui est Kevin, avec qui justement il y aura son premier baiser avec un homme dessus. Mhm. Et après, juste après, la scène d'après, il se fait frapper par ce même gars. Donc c'est Oui. vrai que Ouais, c'est dessus, fou. mais en fait, Mais en fait, tout. c'est vraiment Vas-y, vas-y. ce côté-là un peu enfin, du m'as-tu vu ou du vraiment en cachette, tu vois. Et puis c'est bien marqué aussi, tu vois. C'est le soir, sur la plage, personne ne les voit. C'est Oui. caché. Et après, quand ils se battent, c'est en pleine journée, en plein soleil. Euh, en fait, t'as l'impression qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Oui. Et Chiron, je trouve que l'acteur qui joue Chiron, qui est Ashton Sender, le verbalise vraiment bien par rapport au corps et même par rapport à son visage. Je trouve qu'il a un visage qui est déjà vraiment marqué. Euh, et qui est déjà, enfin, qui est vraiment poignant dans le fait de regarder justement la personne qui l'embrassait le soir même, là, le frapper jusqu'à ce qu'il finisse au sol et à chaque fois il se relève et à chaque fois il a ce courage là justement de dire ben en fait frappe-moi mais en tout cas moi je céderai pas quoi, je me Oui. rabaisserai pas à ça et et je pense que c'est une des parties où j'ai dit ah oui d'accord c'est un grand film qui explique vraiment ben, ce problème-là, hein, en soi, c'est un problème qui, là, est expliqué à Miami, mais qui peut être expliqué aussi en France. Enfin, ce problème justement de l'homosexualité où les gens ont peur de l'avouer. Alors maintenant, ça c'est un peu plus ouvert. Les gens sont un peu plus libres justement de pouvoir le dire. Mais tu vois, en France, par exemple, moi, ça m'avait marqué quand j'allais à la feria de Nîmes. À la fin, on finissait dans une boîte de nuit gay. Et Mhm. sauf que quand tu montais pour aller aux toilettes, t'avais des affiches pour dire ben, si ta famille te renie ou si ils t'expulsent de chez toi, tu peux aller dans des foyers uniquement pour les personnes homosexuelles, tu vois. Et enfin, moi qui avais 18 ans, ça m'avait un peu choqué. Je me suis dit, c'est fou de. Enfin, en soi, moi de mon côté, je suis hétéro et j'ai jamais eu de penchant ou quoi, mais je me dis, c'est fou de vraiment de dire à des gens ou à ton propre fils, bah en fait, je te renie parce que tu préfères l'homme, enfin, un homme à une femme, quoi. Oui. Donc c'est vrai que le film, je trouve, est vraiment poignant dans ce côté-là, de dire, ben, au bout d'un moment, Chiron, il a pas honte. Alors effectivement, il dit pas à tout le monde qu'il est homosexuel et que voilà, mais Oui. face à Kevin, en tout cas, il lui montre que il cédera pas justement à cette violence-là, quoi. Bah, en fait, tout au long du film, comme tu l'as dit, il y a les passages en fait avec de l'eau qui va vraiment être des passages décisifs pour Chiron. Notamment, il y a la scène, la première scène avec Juan où il l'amène nager. Et après, il y a la scène aussi avec son ami Kevin, voilà, où ils vont échanger quelque chose à la plage. Et après, il y a la dernière scène du film où on voit de l'eau, mais je vais éviter de spoiler pour, voilà, pour ceux qui veulent voir le film. Mais voilà, il y a cet aspect-là de l'eau qui revient et qui va apaiser un peu le cœur de Chiron. Parce que voilà, on peut en parler aussi dans la troisième partie, sans trop rentrer dans les détails juste sur la fin. Mais en gros, euh, Chiron va un peu basculer et un peu devenir une sorte de Juan bis, où il va devenir en fait, après la période lycée, devenir un gangster aussi, un Ah, trafiquant de drogue. même encore plus badass.
Enfin, Oui, là en plus, là ouais, sur la troisième partie, il se fait prénommer oui. Blake. Et c'est vrai que Il est gaillard, quoi. Ah ouais, non, mais c'est joué par Trevin Rod, qui est, je pense, un monstre de muscles, quoi. Enfin, c'est Oui. vraiment impressionnant, quoi. La différence quand tu vois le Chiron Ah oui, tout d'avant. frêle. Et là, ouais, c'est ça. Et après, il y a que des muscles, en fait. Il n'y a pas un endroit de Et son alors, corps où il n'y a pas de muscles. c'est vrai qu'il est impressionnant. Et en plus, il devait, de base, l'acteur qui joue Chiron du coup adulte, devait jouer Kevin. Avait postulé, ouais, avait candidaté pour jouer Kevin. Et au D'accord. final, on a choisi pour jouer Chiron. Et je trouve que dans les trois acteurs, que ce soit le petit, le moyen ou le grand, il y a toujours cette. Même s'il devient à la fin vraiment voilà, impressionnant musculairement, etc., il y a toujours cette tête où on revoit un peu sa tête un peu indécise de gamin pas trop sûr de lui au fond de lui. Donc alors il montre avec sa carapace que c'est quelqu'un de sûr de lui, qui peut te fracasser la gueule quand il veut, mais il y a cette côté là où il n'est pas vraiment expressif selon Oui, c'est certaines ça. personnes. Il parle Et pas, ou alors il est très renfermé. Il reste, tu vois, voilà. toujours. Bah, tu le vois, sans spoiler, hein, c'est à la fin, c'est Kevin qui reprend contact avec lui et il se retrouve dans un diner. Donc bah, là-bas, c'est une sorte de pub Oui, américain où Kevin travaille. Et en fait, c'est vrai que Kevin lui pose des questions sur sa vie. Et Sharon, il est vraiment fermé, quoi, tu vois. Enfin, il parle pas trop, il rigole un peu, mais sans plus. Alors que, bon, dans le film, c'est un mec qui doit faire 1 m 80 pour 100 kilos de muscles, avec une taille ouais, de chaîne en or, oui. des dents en or, enfin, tu vois, tout ce côté-là. Et en parlant justement de la troisième partie, il faut parler aussi de quand il va voir sa mère. Oui, Parce qu'en fait, demain, il y a un plan où on voit sa mère qui est dans un institut un peu de. Comment on peut dire ça? Anti-drogue. ouais, Enfin, ouais, un centre de désintoxication. ouais, exactement, sur ça. Et là, en fait, si tu le vois, il est encore plus renfermé, quoi. Il Oui, ose pas. Il est vraiment. Elle lui parle, mais lui enfin, veut pas trop lui parler. Demain, il lui crie dessus, mais. Enfin, tu sens que ce sera plus du tout comme une mère et son fils. Même bien si, sûr. euh, ce que j'ai trouvé vachement émouvant, c'est la mère Paula qui lui dit, enfin, qui avoue qu'effectivement, toute sa vie, elle a été une mère odieuse, quoi, que elle a pas fait son job, et que là maintenant, elle en prend conscience. Et tu sais, quand elle lui dit je t'aime, j'ai dit putain, c'est ouf. Et ben, en fait, tu comprends que lui, ben, lui redira pas, quoi. Parce que ben, Oui. tous les moments enfants où il a voulu lui dire et il a pas pu. Et là, maintenant, en fait. Mais en fait, enfin, voilà, je trouve donc. Mais et puis Pour même, finir tu sur ce vois, que tu disais. Ouais. tu sais, par rapport à tout ce qui se passait, que bah, il voulait pas forcément revenir à Miami. Parce que lui, il est parti s'exiler à Atlanta. Parce que selon les circonstances, voilà, il a fini à Atlanta. Mais il voulait pas forcément revenir. Il revient parce que voilà, Kevin, du coup, bah, son amour de jeunesse, le recontacte. Mais il n'avait pas prévu de revenir là. Donc c'est pour ça, ouais, voilà, qu'il y a cet aspect où bah, on recontinue dans la même thématique, où bah, on voit ces personnages qui vivent dans ce monde-là, tout- pas en restant dans l'aspect documentaire, parce que quand même le film est très stylisé, mais il y a le côté où bah, en fait ces personnes subissent leur vie qu'ils ont. Donc sa mère finit en réhab, en désintoxication. Mais voilà, mais elle s'aperçoit que du coup en sortant de la drogue, bah, de ce qu'elle a fait, mais bon c'est un peu trop tard, le mal est fait. Bah, on sait que Black, on suppose qu'il a sa vie et lui il est parti dans le deal, hein. Ah oui, c'est Donc sûr. Bah, ça, tu c'est un le. peu trop tard. Et aussi comme tu l'as dit au tout début, Pierre, tu as parlé d'A24, voilà, et ce film-là est, on va dire, le film qui a lancé un peu pas la carrière d'A24, mais c'est ce qui a permis, c'est la première production d'A24. Avant, ils avaient fait que la distribution. Donc, c'est un des premiers films où ils vont produire. Ils vont du coup distribuer aussi le film. Donc, voilà, c'est aussi ce film-là qui a permis, parce que du coup, quand même, a été lauréat de l'Oscar du meilleur film. Donc, du coup, voilà, c'est grâce à ce film-là qu'on a eu tous les films qu'on a parlé sur notre podcast. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est aussi important, c'est qu'il a permis
au cinéma un peu indépendant. Donc voilà, bon, maintenant il a un peu changé, mais voilà, cinéma plutôt indépendant, où on va avoir quand même des acteurs. On a Naomi Harris, Mahershala Ali, Janelle Monáe, voilà, de se mettre sur le devant de la scène avec des films plus petit budget et plus intimistes. Ce film, voilà, permet ça. Et c'est aussi voilà, une des raisons pour laquelle j'ai voulu le faire, parce que voilà, pour notre amour pour ce cinéma-là, voilà, je voulais le faire, voilà. Ben, c'est ça, ce cinéma engagé. C'est vrai que on le voit sur la saison 2, on a fait quand même beaucoup de films justement un peu engagés ou qui parlent des problèmes qu'on peut avoir. Quand je reprends After Sun hein, dessus, Mhm. c'est justement ces gens qui en parlent pas. Euh, Là, en fait, c'est vraiment tout le long du film. Sharon va jamais avouer qu'il est homosexuel, quoi. Tu vois, tout le long du film, il subit un peu sa vie. Et même quand il est Blake, la première scène que tu vois, c'est avec un autre gars, il est en train de compter l'argent qu'il a fait avec la drogue. Et il lui met un coup de pression. Mais tu sais pas si c'est pas un jeu, si c'est pas un truc Mhm. entre. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu malsain. Et au final, Blake lui dit non, mais c'est bon, je rigole, tranquille, t'énerve pas, je vais pas te casser la gueule dessus. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout le long du film, il y a toujours ce point de suspense, enfin de suspens, où il se dit est-ce que je vais le dire, est-ce que je le dis pas. Là en plus, à la fin, tu vois que c'est une armure, enfin, il s'est construit une armure immense, et pourtant, il reste au fond de lui vachement émouvant, quoi. Je vous laisse regarder la fin. Je pense que la fin décrit vraiment bien le film. Et aussi, on peut en parler, mais sur la... Il y a des films qui finissent un peu bizarrement. Là, je trouve que c'est vraiment... c'est ce qu'il fallait faire, quoi. C'est vrai. Enfin, Mhm. c'est de C'est A vrai. à Z. On comprend vraiment tout. Il n'y a rien qui est passé à la trappe. On n'est pas dans l'extrême, justement, de ce qui se passe, tu vois. Enfin, à chaque fois, on est dans la justesse de la vie de la vie d'un garçon en fait de ses 7 à ses 30 ans à Miami et après Atlanta, enfin bref. Voilà, donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé et après justement en me documentant, j'ai encore plus apprécié le film parce que en fait tu vois tout le travail qui est recherché derrière et toutes les prises d'initiative qui sont prises aussi, tu vois, par les acteurs, Oui. par le chef opérateur, enfin voilà, par tout le monde. Donc c'est vrai que voilà, dessus j'ai eu un premier visionnage compliqué, enfin compliqué. Non, mais en soi, je comprenais pas trop la hype qu'il y avait dessus. Et en fait, en me documentant, j'ai compris aussi pourquoi il y avait autant de hype dessus, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, Pierre, pour finir ce podcast, j'aimerais passer un peu sur les recommandations. Ouais, Parce que ce film m'a un peu inspiré de deux, trois petites œuvres. Donc je vais commencer. Moi, j'ai beaucoup rattaché ce film à un film que j'ai vu assez récemment, qui s'appelle I Saw the TV Glow, de Jane Showbrun, qui d'ailleurs a présenté un film au Festival de Cannes récemment. Et du coup, c'est un peu un film un peu méta, qui va parler de deux personnes au lycée qui sont fans d'une série. Et pareil, il y a tout le questionnement autour de la sexualité de ces études, de ces jeunes, parce que c'est là où ça se forme hein, pendant la puberté, où ils vont se poser des questions, ils vont un peu assimiler la comparaison avec cette série télé et l'identité de ces personnes-là. Donc le film, franchement, au niveau de l'esthétique, il est magnifique. La bande originale aussi, la bande son est superbe. Il y a il y a Sloppy Jane, il y a Phoebe Bridgers aussi dedans, j'aime bien. Il y a pas mal toutes les musiques sont bien. Par contre, voilà, le film est un peu spécial. Il y a la fin est un peu space. Mais au niveau du film, je trouve il vaut le détour. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est un film qui reste un peu comme Moonlight, on y repense après. Donc au niveau des thématiques, il y a des choses qui se rejoignent par rapport aux deux. Et la deuxième œuvre, ça serait plutôt un album. Ça serait Blonde de Frank Ocean, d'accord. qui est un de mes albums favoris. Et je le conseille parce qu'en fait, cet album parle beaucoup aussi de sexualité. Notamment le titre joue énormément sur ça. En fait, en gros, sur la pochette de l'album, il y a marqué Blonde avec un E. Par contre, sur tout le titre, sur n'importe quelle plateforme streaming,
le blonde sera écrit sans E, parce que pour jouer sur le côté un peu masculin-féminin, et il y a énormément de thématiques par rapport à l'amour l'album, où on va sous-entendre en fait la bisexualité de Frank Ocean, le chanteur, qui a parlé de cet amour, de ces amours-là. Voilà, donc moi, je comptais voilà, partir sur ces petites recommandations-là Mais pour écoute, clore notre petit épisode. écoute, c'est pas mal. C'est vrai que moi, du coup, il m'a aussi inspiré ce film-là. Dans justement cette recherche un peu d'identité. Moi, ça m'a fait penser à La Cité de Dieu, Mhm. qui est vraiment de Fernando Merel, que j'ai vu cet Ok, été, et qui, en fait, on suit l'histoire d'un, d'un enfant, justement, qui s'appelle Bouscapé, et qui ouais, va essayer de survivre au favela au Brésil. Et c'est vraiment, je trouve, passionnant dans ce côté-là de cette vie un peu dure. Les enfants qui n'ont pas le choix, justement, de vivre dans cette violence. Et à la fin, ils finissent tous, la plupart dealers, ou tu vois, y a pas vraiment d'échappatoire, quoi, à ça. Donc, c'est vrai que ça m'a. En premier film, c'est vraiment ça qui est sorti. Et après, en deuxième, d'un tout autre registre, c'est Outrun, sorti en ok, 2024 et réalisé par Nora Finkshed, où on suit en fait Rona, qui est une, une trentenaire qui se cherche toujours. Donc en fait, ça commence, elle a des problèmes d'alcool. Donc et en fait, petit à petit, elle va essayer de se sortir de là. Et elle va comprendre que que pour se sortir de là, il faut qu'elle soit toute seule. Donc elle part dans une île isolée où justement ils sont 3 ou 4 habitants. Et en fait, elle va faire toute son année là-bas. Et petit à petit, elle va écrire en mémoire sur des animaux. Et en fait, tu suis son développement aussi, qu'elle n'a pas eu de ses 20 à 30 ans. Et en un an, qu'elle peut avoir justement. Donc c'est vraiment tout ce côté-là de se dire que en 10 ans, tu peux rester stagné sur une vie où justement tu sors, tu fais la fête, tu bois beaucoup. Et au bout de un an, en fait, tu trouves ta voie, tu vois. Donc, en tout cas, ça m'a vraiment inspiré. Et voilà, c'est les deux qui m'ont beaucoup parlé par ce film-là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Petit à petit, la saison avance. Là, il nous reste que quelques épisodes avant la fin de la saison 2. Donc, alors, merci du soutien et un petit big up aux auditeurs sur YouTube qui sont de plus en plus nombreux. Donc, ça aussi, ouais, merci beaucoup. voilà, on vous remercie d'écouter un peu sur toutes les plateformes. Et voilà, petit à petit, on arrive vers la fin de cette belle saison 2 où justement on a fait. Je crois qu'on va arriver à 24 épisodes dessus. Mhm. Donc pour l'instant, l'une de nos plus grosses saisons. Ouais. Et Bah, voilà. c'est vrai que ouais, on a eu pas mal d'épisodes, on a beaucoup taffé. Et ouais, toujours autant de plaisir, on continue, on se lâche pas. C'est ça, on essaie de trouver des films qui changent un peu. On ressent des fois, là sur Moonlight, des films un peu plus connus pour parler un peu à tout le monde. Mais c'est vrai que moi en tout cas, je prends autant de plaisir à faire des films un peu plus différents. Voilà. Donc, écoute, merci à toi Clément. Avec plaisir. Bonne journée, bonne soirée ou bonne fin d'après-midi. Et pour tout net à tout homme. Bisous.